Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de l'agence MEECO. C'est une agence créative spécialisée en communication visuelle et en marketing numérique. Donc, depuis 2007, ils accompagnent des entreprises de tout secteur dans la création de marques, le design, le web et les réseaux sociaux. Leur équipe propose des stratégies clés en main, toujours alignées avec votre vision pour faire rayonner votre présence en ligne avec du contenu authentique et percutant. C'est d'ailleurs eux qui ont fait le logo pour Cygnus Stratégie, mon entreprise. On est très, très, très contents de leur service, donc on veut les saluer. Nos collègues de chez MEECO. Mesdames et messieurs, ce podcast est présenté par Cygnus Stratégie. Donc, chez Cygnus, nous accompagnons les organisations pour développer leur posture en matière de sécurité, mesures d'urgence et de gestion de crise. Notre mission, vous aider à mieux comprendre vos risques, à vous préparer aux imprévus et à réagir adéquatement en situation critique. Quand on a décidé de se retirer, on a perdu la guerre. American and British forces have begun attacking the Taliban. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps. The U.S. has begun a major attack against the Taliban. On va vous parler de la présence du Canada en Afghanistan. Yes. Dis pas au commandant tout ce que tu sais, mais dis-lui qu'est-ce qu'il doit savoir. Ouais. Dans le renseignement, il y a tellement d'informations que tu peux lire jour et nuit. Mais toi, tu dois condenser ça dans un briefing de 5 minutes. On a toute cette information-là qu'on garde pour nous, le gouvernement des Affaires étrangères. Eux, ils ont besoin de savoir ça. Ouais. Il y a un risque à partager de l'information. Il y a un risque de fuite, mais il dit le risque est plus grand de garder pour nous-mêmes. J'étais là-bas pour un problème de cheville avec une physiothérapeute, OK? Puis dans la pièce, c'était une grande pièce, là, j'étais le seul qui avait tous ses membres. J'étais le seul qui manquait pas un bras, une jambe, un morceau, puis ils étaient tous plus jeunes que moi. C'est la charia, c'est des gens qui prétendent pousser l'islam, mais ils comprennent pas l'islam. C'est des exécutions dans les stades. Les femmes voilées, retour à la maison, plus aucun contact avec la vie extérieure. C'est vraiment atroce, là. On a essayé de changer les choses. Éric, selon toi, pendant ton déploiement, quelle a été la plus grande erreur ou ce que tu peux reprocher le plus au gouvernement du Canada? Bonjour tout le monde, bienvenue à Cours d'Ouache. Alors aujourd'hui, on est extrêmement privilégié d'avoir avec nous un invité de marque. C'est un vétéran de l'armée canadienne et je veux prendre quelques minutes pour mentionner qu'aujourd'hui, on est le 14 novembre. Ouais. Donc mardi, c'était le jour du souvenir. Éric Sauvé. Éric, merci infiniment pour ton service. Merci à toi. Ton courage et puis tous les sacrifices aussi qui viennent avec le fait de servir son pays. Éric est un ancien officier de renseignement militaire. Donc, aujourd'hui, on a tout un programme pour vous. Donc, on va vous parler de la présence du Canada en Afghanistan. Yes. Donc, le déploiement de l'armée canadienne qui s'est fait là, en différentes phases, mais on va y entrer dans... Ouais. Très prochainement. Éric, actuellement, tu diriges ta pratique privée, donc tu es le président d'Innovigo, situé en Outaouais. On va y revenir aussi un petit peu. Tu as été déployé, comme on le mentionnait, en Afghanistan ainsi qu'en Bosnie. Tu collabores fréquemment avec les médias. Je t'entends beaucoup à la radio. J'adore t'écouter à la radio, mais je t'ai beaucoup lu aussi dans la presse. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'avais initialement contacté. Tu as une Exact. super belle plume. Merci. Tu as été formé, donc tu as un baccalauréat en histoire ainsi qu'une maîtrise en études de la guerre. Est-ce que y a quelques éléments que tu aimerais approfondir pour compléter un petit peu ta bio avec nous ce matin? Oh mon Dieu, je suis pas habitué d'être introduit par une longue bio, mais oui, c'est ça. J'ai servi pendant 22 ans. Je suis rentré à 16 ans dans les forces. Commencé dans l'infanterie dans le 22, transféré dans le renseignement. Très fier de m'être déployé, honnêtement. Tu parlais de l'Afghanistan. J'ai fait de la Bosnie. J'ai fait le Verglas aussi, qui date de notre époque, mais qui était ma première mission. Puis depuis 10 ans, je suis sorti des forces, puis j'ai décidé de devenir consultant, sécurité, renseignement, défense, surtout autour d'Ottawa, parce que c'est là que j'ai terminé ma carrière. Super intéressant. Et nouvellement aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais chargé de cours à l'Université de Montréal au programme de baccalauréat en sécurité et études policières à partir de janvier 2026. C'est ça, j'ai pas donné un cours encore. J'ai un contrat, mais j'ai rien fait encore. Mais s'il y a des étudiants qui nous écoutent, qui sont vraiment, vraiment super chanceux, laissez-moi vous le dire. Éric,
Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être nous résumer en une phrase ou deux, les gens qui décident de passer la prochaine heure avec nous aujourd'hui pour le Cold Wash? Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre avec nous? Bon, ben, on va parler de l'Afghanistan. Pourquoi on s'est déployé? Comment ça s'est passé? Parce que ça a été la plus longue guerre du Canada depuis très longtemps, 2001 à 2014. Moi, je me suis déployé en 2007 dans le sud de l'Afghanistan, à Kandahar. Fait qu'on va parler plus de cette partie-là. OK. Mais vraiment, ce que j'aime du Cold Wash, c'est que dans l'armée, on fait des Hot Wash. Tout de suite, après une opération, après un exercice, on a encore du camouflage d'en face, on transpire encore. On dit, voici qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. Ce Cold Wash-là, ça fait longtemps que l'Afghanistan s'est terminé, mais ça fait longtemps que les gens qui se sont déployés, ils pensent à ça. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. On a tous des remords, des regrets, des choses qu'on aurait bien pu faire. J'aimerais ça revenir là-dessus parce que c'était vraiment une contre-insurrection qu'on faisait. Je suis pas sûr qu'on le comprenait tout le temps. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu des leçons apprises du Canada pour les prochaines contre-insurrections, parce qu'il va y en avoir d'autres, c'est certain. Là. Pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui puis qui est peut-être pas super familier justement avec les déploiements, est-ce que tu peux, repartons du début, du commencement, explique-nous pourquoi est-ce qu'on est allé là? Oui. Fait que tout ça date du 11 septembre 2001, puis je sais qu'il y en a qui écoutent en ce moment, puis c'est peut-être trop dans leur vie. Écoute, moi, je veux quand même le compter comment je l'ai vécu, OK? J'étais à ce moment-là dans l'infanterie. OK. On était à la cantine le matin, puis j'ai vu le deuxième avion frapper live le World Trade Center. Puis quand je dis live, c'est qu'on changeait les postes à roulette. Puis on est tombé sur un poste où la première tour était il y avait des flammes, il y avait de la fumée. Puis on a vu le deuxième avion live. Puis quelques secondes après, là, ça m'a comme tombé dessus. On est en guerre. Puis j'ai passé les prochaines 3 heures pas capable de lâcher la télé. Parce que j'étais rentré dans les forces, j'avais 16 ans. En 2001, j'avais 26 ans. Puis je me suis dit, wow, aujourd'hui, on est en guerre, tu sais. Fait que ça a comme changé ma vie, puis ça a changé la vie de bien des gens de ma génération, parce que je ne peux pas rentrer en pensant que j'irais me déployer en Afghanistan, tu sais. Fait que le 11 septembre, il y a l'attaque sur les États-Unis. Les États-Unis invoquent l'article 5 de l'OTAN qui dit « Une attaque contre un, c'est une attaque contre tous ». C'était la première fois depuis que l'OTAN a été créé qu'ils le font. Dès le lendemain, le renseignement canadien, même je m'en souviens, publie un article sur Al-Qaïda puis l'Afghanistan. 2 noms qu'on connaissait à peine, comme même Ben Laden. T'sais. Ben Laden, c'était assez nouveau. À part pour les spécialistes, Ben Laden, Al-Qaïda, l'Afghanistan, il y en a qui ont sorti leur Wikipédia là, de quoi on parle. Puis là, ce qu'on a compris assez rapidement, c'est que le 11 septembre, c'était le fait de Al-Qaïda, c'était le fait de Ben Laden, pardon. Puis Al-Qaïda était en Afghanistan hébergé par les talibans. Puis il faut comprendre que les talibans sont des Pashtuns, de culture Pashtun. Puis la culture Pashtun, quand tu as un invité chez toi, tu es responsable de sa sécurité. Fait que les Américains ont dit « Livrez-nous Ben Laden ». Les talibans ont dit « Non, on ne peut pas faire ça ». C'est ceux qui étaient au pouvoir. Puis c'est dans leur culture, on ne va pas livrer un invité. Fait que tout de suite, il y a eu un déploiement en Afghanistan. Okay. Puis là, ça allait comme changer un peu la face de ma vie, puis la vie de bien des gens de ma génération. Parce que de 2001 à 2014, il y a 40 000 soldats canadiens qui ont servi en Afghanistan. Donc, en 2001-2014, peux-tu nous expliquer un petit peu comment ça a été structuré? Est-ce que ça a été en phase? Éclaire-nous là-dessus. Oui, fait que 2001, dans le fond, dès le 11 septembre 2001, pas longtemps après, les forces spéciales, ceux qui font du contre-terrorisme, contre-insurrection, américaines se déploient. Les forces canadiennes se déploient, la GTF-2 se déploie. Là, je ne peux pas beaucoup en parler parce qu'on sait tous que c'est assez secret, mais ça a été assez rapide. Okay. Ensuite de ça, le Canada a fait le choix de déployer à Kaboul, fait que la capitale. Mais la capitale, c'est pas le cœur de l'insurrection qui est dans le sud. Fait que 2003 à 2005, je pense qu'il y a eu un gap après les forces spéciales. 2003 à 2005, on est dans un pays en guerre, mais dans un endroit relativement stable. 2005, il y a eu le transfert à Kandahar. Puis là, l'Afghanistan, Kaboul, Kandahar, dans le sud, là, on est au cœur de l'insurrection. C'est là que le Mullah Omar, le chef des talibans, est né. C'est dans notre province, dans notre district. Fait qu'on a passé d'une opération de stabilisation à une opération de combat. Puis 2005 à 2011, je crois, après ça, on a terminé Kandahar, puis on a remonté à Kaboul pour entraîner les forces afghanes. Mais ça, c'est une autre partie. Okay. Moi, j'aimerais ça qu'on se concentre vraiment sur le combat à Kandahar pendant plusieurs années.
Donc, tu as mentionné, on passe de Kaboul à Kandahar, des contextes totalement différents. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça évoque chez les équipes? C'est quoi les impacts? Parle-nous de ça. Ben, tu sais, là, tu tombes dans la guerre réelle, comme dans le sens que à Kandahar, tu sais, on est responsable d'une province, OK? De plusieurs, je pense, de millions de personnes. On a une brigade, mais on a vraiment un élément de combat qui est un bataillon ou un groupement tactique. On a l'équipe de reconstruction provinciale, puis on a l'équipe de liaison mentorat pour les forces afghanes. Là, on essaye de stabiliser la région, mais à chaque jour, il y a des bombes artisanales sur l'autoroute. Il y a la ville de Kandahar. Nous, on reste sur Kandahar Airfield, CAF, l'aéroport. Puis on a le contrôle. On a le contrôle de 2 districts. Mais tu sais, c'est vraiment le cœur du cancer taliban vient de là. Fait qu'on essaye 3 choses. Il y a 3 lignes d'opération pour chacune des opérations qu'on fait. Sécurité, qui est notre mandat. Gouvernance, c'est amener la face du gouvernement afghan. Puis développement. Mais la ligne de sécurité, on la connaît puis on la fait bien parce que c'est notre travail. Amener la gouvernance puis le développement, c'est là que ça devient plus compliqué. Puis je vais sortir une expression que j'adore, c'est « When you walk with a hammer, the world looks like a nail ». Tu sais, quand tu marches avec un marteau, là, t'aimes ça taper des clous. Fait que nous, les militaires, on est bons pour frapper. On est moins bons pour faire de la finition, tu sais, avec des outils de finition. Puis là, on nous demande de faire de la gouvernance puis du développement, mais en étant préparé à du combat intense. C'est pas quelque chose qui se fait de façon nécessairement facile. T'sais. On n'a pas tous l'agilité pour faire toutes ces choses-là. Fait on doit travailler avec le reste du gouvernement canadien. Puis c'est là que les choses deviennent un peu plus compliquées parce qu'il y a différentes cultures, différentes approches, différents mandats. Nous, on a la plus grosse présence, les militaires. On est peut-être 3000. Puis eux, ça se compte peut-être en dizaines, ils sont chanceux. T'sais, l'Agence canadienne de développement international, comme USAID, les affaires étrangères, ben, eux n'ont pas les moyens, puis ils dépendent de notre sécurité pour amener des projets de développement, puis pour amener la face du gouvernement afghan. Et si on n'a pas de sécurité, il n'y a plus rien qui peut se passer. T'sais. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que ressemblait ton quotidien pour toi pendant ton déploiement? Puis, si je ne m'abuse, c'était 9 mois. Oui. Là. Écoute, comment on a appelé ça? C'était le jour de la marmotte. OK. Tout le monde connaît le film. Là. Tu te lèves le matin, tu fais la même affaire du matin au soir. Je me rappelle la première semaine, le chef d'état-major, celui qui s'occupe de nous. Je suis un officier de renseignement. Fait que je suis à l'intérieur de Kandahar Airfield. Là. On appelle ça les gars inside the wire puis outside the wire. Les gars outside the wire, c'est ceux qui sont déployés sur les routes, qui se mettent en danger à tous les jours. Moi, là, j'ai carrément un café Tim Hortons sur la base. Il y a 15 000 personnes. Je ne vais pas me vanter, je ne vais pas te dire que je suis en danger à tous les jours. Là. Mais ma journée consiste à me lever, aller au boulot, ouvrir mon ordinateur, sortir le renseignement. Parce que le renseignement, dans le fond, c'est le spécialiste de l'ennemi. Mm-hmm. Fait que le commandant a un état-major, puis chaque personne dans l'état-major a un rôle différent. Fait que tu as un responsable des opérations, tu as un responsable du renseignement, tu as un responsable de logistique, tu as un responsable des communications, des finances, etc. Moi, tous les jours, je lis des rapports classifiés sur le renseignement, l'ennemi. Puis presque tous les jours, mon rôle, c'est chef des plans de renseignement. Presque à tous les jours, je donne un briefing au général avec les responsables des plans sur les opérations futures. Okay. Fait que moi, je ne suis pas dans le centre tactique des opérations qu'est-ce qui se passe en temps réel. Il y a une personne du renseignement qui est là aussi pour le renseignement comme live. Moi, je suis en train de planifier la prochaine opération, peut-être 3 jours, peut-être 1 semaine, peut-être 3 semaines. Fait que j'ai, à tous les jours, pratiquement pendant 9 mois, ben, pas tous les jours, mais presque, là, on donne un briefing au commandant, samedi, dimanche inclus. Je pense qu'on s'est donné, la seule chose qu'on s'est donné, c'est le dimanche de 8h à 10h. Je pense qu'on a un petit break. Wow. Mais en général, les gars sont au travail. C'est super intense. Puis c'est vraiment le jour de la marmotte. Là. OK. Ouais. Puis quand on parle de renseignement, est-ce que tu peux peut-être éclairer nos auditeurs? C'est quoi du renseignement militaire? Oui, le renseignement, fait que dans le fond, ça passe par la collecte puis l'analyse des données. Fait que la collecte des données, il y a différentes disciplines de renseignement. Je vais les nommer en anglais et en français. Là. Human, c'est Human Intelligence, c'est le renseignement humain. C'est ce qu'on considère comme de l'espionnage. Le renseignement des communications, c'est l'interception des communications. Le renseignement d'imagerie, c'est les satellites, toutes les images. Après ça, tu as des choses plus spécialisées, tu sais. Mais
tout ça ensemble, moi, j'appelle ça un peu comme nos 5 sens, OK? Comme la vue, l'ouïe, l'odorat. On combine tout ça, puis on dit, OK, je pense qu'avec tout le renseignement qu'on a, on peut déterminer si c'est ça qui se passe en ce moment. Fait que, à tous les jours, moi, j'ai accès à je cherche le mot en français, là, mais All Source Intelligence Cell, c'est un ASIC, le centre de renseignement toute source. On a littéralement une des plus grosses cellules de renseignement opérationnelles. On a une centaine de personnes de toutes les disciplines que j'ai mentionnées qui travaillent à Kandahar en support aux commandants. On est vraiment bien équipés. Comme les Canadiens, les autres sont jaloux un peu. Là. La majorité des autres contingents n'ont pas ce qu'on a là. Wow. Moi, je ne fais pas partie de la cellule de centre de renseignement toute source, mais moi, je fais partie de l'état-major du commandant. OK. Fait que moi, je suis un aviseur. Eux, c'est des collecteurs, puis ils produisent de l'analyse. Moi, je la prends, je la transforme, puis je la présente au commandant. Pour que ça soit digeste pour lui, parce qu'il n'a pas le temps là, de lire des centaines et des centaines de pages de briefing. Très bien dit, parce que j'ai été responsable d'analyse de renseignement par la suite, puis souvent, on leur dit pas au commandant tout ce que tu sais, mais dis-lui qu'est-ce qu'il doit savoir. Ouais. Fait que dans le renseignement, il y a tellement d'informations que tu peux lire jour et nuit, constamment. Mais toi, tu dois condenser ça dans un briefing de 5 minutes. Fait que le fait de condenser l'esprit de synthèse est super important. Parce que tu ne peux pas dire au commandant, viens voir tout ce que je connais sur l'ennemi. Lui, justement, il y a un gars qui le briefe sur la logistique, la communication. Fait que c'est comme, dis-moi ce que j'ai besoin de savoir dans un bon temps. Puis si on veut faire un deep dive, on en fera un plus tard. Mais pour l'instant, les commandants, ils prennent des décisions. Hein. Ils s'informent. Ils ont ce qu'appelle le coup d'œil de Napoléon. Puis ils disent, OK, voici ma décision, voici vers où on s'en va. Ils ont besoin d'informations précises dans chacun des domaines. C'est super intéressant, puis c'est probablement quelque chose qui t'a tellement bien préparé pour aujourd'hui faire beaucoup de vulgarisation, expliquer aux gens qu'est-ce que fait l'armée, expliquer tes déploiements, mais en tout cas, je trouve que t'es excellent pour... Les gens, ils me disent ça, ils disent « t'écris bien, t'expliques bien ». Je dis « c'était mon métier, tu sais ». Je veux dire, c'est de lire plein de choses, d'écrire un rapport de 3 paragraphes sur un sujet qui est extrêmement spécialisé, mais il faut que j'amène le lecteur à comprendre c'est quoi, puis à comprendre les enjeux. Puis c'est ça, faire un briefing de 5 minutes sur un sujet que je pourrais parler pendant un podcast de 2 heures, mais que c'est pas correct de faire ça au commandant, tu sais. Et puis il y a des commandants aussi, tu sais, qui aiment ça lire beaucoup, puis il y en a qui aiment ça lire moins. Il faut que tu connaisses ton boss. Il y a le commandant tu sais, il y avait un commandant régional qui contrôlait la région, tu sais. Lui, il recevait un briefing de renseignement, un pad comme ça, tous les matins de son état-major. Puis il passe à travers. Puis il y en a d'autres qui vont faire comme, moi, je veux un placemat. Okay. Moi, je veux quelques rapports. Condense-moi ça. Fait que faut que tu connaisses ton boss. Puis selon ton expérience, celui qui va prendre le cartable versus le two-pager, est-ce qu'il prend des meilleures décisions ou pas nécessairement? Écoute, je peux pas dire que j'ai vu nécessairement un mieux que l'autre. C'est vraiment, ça dépend de la personnalité du commandant. Les personnalités des commandants, c'est des gens qui sont focusés sur l'action. Si tu lis trop, puis tu analyses trop, puis tu ne prends pas de décision, tu deviens ce qu'on appelle la paralysis by analysis. Ouais. Paralyse par l'analyse. Puis, honnêtement, il y en a qui, je ne me ferai pas des amis ici, mais il y a beaucoup d'officiers de renseignement qui ont des difficultés à prendre des décisions parce qu'ils veulent plus d'infos tout le temps, parce qu'ils veulent plus de certitude. Mais dans le renseignement, tu n'as jamais 100% de la certitude. Si vous aimez notre contenu, commentez la crise que vous aimeriez qu'on couvre dans le prochain épisode de Cold Wash et abonnez-vous à notre page pour ne pas manquer aucun épisode. C'est qu'à un moment donné, quand tu es rendu à un certain pourcentage, tu dois dire, c'est vers là qu'on s'en va. Fait que les commandants qui vont demander trop puis qui vont suranalyser peuvent être paralysés par le trop plein d'informations. Tu sais, c'est un couteau à 2 tranchants. On voit des fois dans les productions populaires, tu sais, les commandants, les décideurs vont dire, OK, c'est quoi notre niveau de confiance par rapport à ça? C'est-tu quelque chose qui se fait aussi dans la vie? Ben, on est 65% confiant que ce qu'on a, c'est la bonne info. Bien, ce que tu as dit, c'est exactement ce qu'on utilise. Là. On utilise des termes, puis c'est tout en anglais, là, mais highly likely, probable. Puis ça, c'est sur qu'est-ce qui va se passer, mais aussi notre niveau de confiance. Élevé, médium, faible. Puis, pour être honnête, un officier de renseignement doit dire, on pense que c'est ça qui va se passer, mais notre niveau de confiance est faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'analyse, on n'a pas assez de collecte. Fait que le commandant, on lui dit, prends ça avec un grain de sel. Mais si je lui dis, par contre,
c'est très probable que les talibans attaquent telle base, on a un niveau de confiance très élevé. Ça veut dire, comme en 5 minutes, fais-moi confiance. Là. Oui. Toute mon équipe dit que ça va se passer. Et là, c'est important, encore une fois en anglais, de convey this, de faire comprendre, boss, là, on a des indicateurs, tu sais, ils sont tous au rouge. Là. Puis quand ils ne sont pas tous au rouge, il faut le dire aussi. Puis quand on ne le sait pas, il faut le dire aussi. C'est ça aussi, j'imagine qu'il doit y avoir un exercice de, là, tu regardes tes 5 sens, comme tu as référé tantôt, est-ce qu'ils disent toute la même affaire, puis le cas échéant, let's go, on est dans le rouge. Là, donc, c'est pour ça qu'on fait du all source et non pas single source. Okay. Simple source, ça veut dire, mettons, le renseignement humain me dit ça. Mais le renseignement humain, c'est ce qu'on appelle de l'espionnage ou gérer des sources. Les gens peuvent te mentir. Oui. Tu comprends? Mais si le renseignement humain me dit, l'ennemi va attaquer, les signaux me disent l'ennemi va attaquer. L'imagerie me dit l'ennemi est à nos portes. Les sources ouvertes me disent il y a beaucoup d'indicateurs qui vont attaquer. Bien là, mon niveau de confiance vient de monter. Je comprends. Parce que là, je viens de corroborer toutes mes sources ensemble. Puis s'il y en a une qui dit l'inverse, il faut que je le dise au boss. C'est comme, OK, mettons qu'on ait plusieurs agences de renseignement. Puis aux États-Unis, ils ont ce problème-là. Ben, un problème, c'est un beau problème, là, mais tu as 16 agences. Dans le temps, mettons que la Corée du Nord raffinait son uranium. Il y avait une agence comme TI, Defense Intelligence Agency, où j'ai travaillé, pouvait dire on est 90% convaincus qu'ils sont prêts à avoir une bombe atomique. NSA, National Security Agency, peut dire 60%. CIA peut dire on n'est pas d'accord. Ils ne sont pas prêts encore. Fait que c'est important de dire au boss voici le consensus de la communauté de renseignement. Puis c'est à lui à prendre la décision. Mais il ne faut pas non plus le mêler. Je ne sais pas si tu comprends. Absolument, oui. Il faut quand même dire, voici notre niveau de confiance. On est 5 agences qui disent ça, puis il y en a une qui contredit peut-être, mais ils ne sont pas complètement contre nous. Ils font juste dire, on est à 3 mois, mettons, d'avoir une bombe atomique. Donc, nuance. Eux amènent la petite nuance. Puis c'est très important, ces nuances-là, pour le commandant. Il faut qu'il sache. Parce que sinon, si on lui dit, ils ont une bombe atomique, il va partir avec ces informations-là. Oui. Avec toute la vision que tu as de ce qui s'est passé, selon toi, si tu me disais, Camille, on a été extrêmement fort dans tels éléments. Oui. Peux-tu nous éclairer un petit peu là-dessus? Puis même peut-être toucher un peu par rapport aux opérations. Là. Qu'est-ce que ça veut dire de bien performer dans ce contexte-là? Bien, je vais commencer par le soldat canadien, OK? Parce que c'est vraiment la base de notre armée. Puis quand je parle de l'armée, j'inclus la marine. On a des hommes et des femmes qui s'adaptent très, très bien. Okay? J'ai travaillé avec les Américains. Les Américains, ils ont des surspécialisations qui peuvent être bien, mais ils n'ont pas nécessairement beaucoup de généralistes. Je vais te donner un exemple bien simple. Tu vas avoir un soldat qui est très, très fort, mettons, sur les radios, le cybernétique, mais là, tu lui dis « Ah, le véhicule a perdu une roue ou l'arme est enrayée. » Il va dire « Moi, je touche pas à ça. Ça prend un spécialiste. » Notre soldat canadien va dire, puis quand je parle de soldat, là, je parle de tous les grades, va dire je suis bon là-dedans, mais si le véhicule reste pris, je peux le déprendre, je peux réparer une roue. Tu sais, puis ça a l'air un peu niaiseux, mais c'est important d'être débrouillard, puis c'est reconnu. Fait que je te parle de ça parce que quand on a passé de Kaboul à Kandahar, en situation de combat, le switch s'est fait. T'sais. On est au combat, on doit être efficace. Fait que, on est tous très fiers de ce que les Canadiens ont fait, avec les moyens qu'on avait aussi. Fait que ça, c'est super. On a pris l'initiative, on a compris la dynamique. C'est sûr qu'il y a toujours l'envers de la médaille, tu sais. Puis ça, il faut qu'on en parle, c'est que chaque déploiement faisait un peu qu'est-ce qu'il décidait selon les commandants sur place. Puis c'est le manque de vision puis de stratégie à long terme. Puis je ne blâme pas les commandants, là, je suis plus du pays. C'est un peu ça qui nous a tués. Parce qu'il y en a qui vont dire on ne s'est pas déployé 10 ans, on s'est déployé 12 fois 6 mois. Je n'ai peut-être pas le calcul exact, 20 fois 6 mois. C'est-à-dire que... Puis le problème, c'est que quand tu dis aux Afghans, faites-nous confiance, le temps est ici, on va installer des postes de contrôle, on va vous aider, on va donner de la gouvernance, puis que 6 mois après, il y a un nouveau commandant qui vient puis il dit on va réévaluer, je vais bouger de l'endroit. Tu viens de dire aux Afghans qui étaient sur la clôture, tu sais, qui n'étaient pas sûrs s'ils étaient branchés vers les talibans ou le gouvernement, qui vont peut-être perdre leur tête. Parce que les talibans vont dire tu as supporté ISAF, qui est la force de stabilisation sur l'Afghanistan. Puis là, ils sont plus ici aujourd'hui. Mais moi, je suis encore là. Moi, j'ai juste attendu. Puis je suis encore là. Puis j'ai la même mission. Fait que, tu sais, eux, les talibans disaient vous avez les montres, mais on a le temps, tu sais. On a le temps. On voit ça sur des générations.
Puis aussi, c'est que les talibans avaient ce qu'on appelle un safe haven. T'sais. C'est un endroit où ils pouvaient se regrouper. Aussitôt qu'ils traversaient la frontière au Pakistan, ils étaient hors de portée de nos armes. Fait qu'eux pouvaient quitter, puis revenir pour la saison de combat. Puis aussi, tout le long de la frontière du Pakistan, il y a les madrasas, qui sont les écoles coraniques, qui sont des écoles, puis quand je parle coranique, vraiment islamistes, là, à pomper des nouvelles recrues puis les envoyer. Fait que c'était toutes des choses qui étaient difficiles à dealer avec, tu sais. Puis comprendre ça, comprendre la dynamique tribale, la dynamique religieuse, c'est en contre-insurrection, puis là, je vais tomber dans le deep du sujet, là, mais en contre-insurrection, c'est la population qui est le centre de gravité. Il faut que tu comprennes la population. Puis ça nous prend des anthropologues, ça nous prend des officiers de renseignement formés, ça nous prend des gens qui restent sur le sujet. Puis quand je dis reste sur le sujet, c'est-à-dire que je me déploie 9 mois, comme dans mon cas, je reviens, peut-être un 18 mois à maison, mais je reste sur le domaine de l'Afghanistan. Je continue à lire, je m'informe. Puis quand je me redéploie, j'ai pas perdu ma connaissance. Parce que la connaissance, tu sais, là, ça fait quand même 17 ans, 18 ans, je suis revenu. Tu sais, la connaissance, elle baisse rapidement. Est-ce qu'on doit donc déduire qu'il n'y a pas de stratégie de sortie claire? C'est que, je vais te donner l'exemple 2003, les Américains qui ont pris Bagdad, OK? Les Américains, la plus grande armée au monde de tous les temps, tu sais, prendre Bagdad, ça leur a pris 3 semaines à le faire. Puis ils l'ont fait relativement facilement. Mais là, c'est quoi la stratégie après quand tu as fait tomber Saddam Hussein? Parce que là, quand tu as pris Bagdad, justement, le marteau, il a fait sa job. Il a frappé les clous. Puis là, tu te dis au commandant, OK, là, maintenant, tu contrôles une population énorme qui n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus accès à l'eau potable, ce qu'ils avaient sous Saddam Hussein, même si c'était un dictateur. Là, tu dois ramener ça. Là, tu dois ramener un nouveau gouvernement en place et tout. C'est quoi ta stratégie de sortie? Faut pas que tu fasses tomber l'ennemi en disant, bon, tu sais, we'll cross that bridge when we get to it. Là, c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire après? Fait que c'est un peu la même chose. C'est, OK, on stabilise l'Afghanistan, mais c'est quoi qu'on veut faire exactement? C'est quoi les critères qui vont faire en sorte qu'on sorte? Je vais t'en donner 2, OK? Sur lesquels on peut influencer. Professionnalisation de l'armée puis de la police afghane. C'est eux, en bout de ligne, qui vont prendre le relais. Fait que c'est sur eux qu'on devrait miser parce que nous, on peut faire des opérations puis frapper les talibans pendant des mois puis des années comme on a fait, mais c'est à eux à le faire. Et moi, un exemple que j'aime bien donner, c'est que moi, j'ai 4 enfants. Ma stratégie de sortie, c'est d'en faire des adultes responsables. Fait que des fois, je dois les laisser se planter. Quand ils sont petits, je les aide, je les forme, je les amène à un certain niveau, mais des fois, je leur dis essaye, puis là, je fais comme OK, ça s'est pas bien passé, on va le refaire. Ou ça s'est bien passé, puis tu es en voie de devenir autonome. Mais c'est la même chose pour l'armée afghane. On doit les aider, on doit leur amener le professionnalisme, les outils, pour qu'un jour, on puisse dire tu fais une bonne job, je vais me retirer, je vais être juste là quand ça va moins bien, puis éventuellement, je vais m'en aller. T'sais. Fait que tout ce volet-là, selon toi, est-ce qu'il a été bien fait? Ou... Bien, la police afghane, ça a pris plus de temps à ce qu'on s'en occupe, puis elle était extrêmement corrompue. Comme extrêmement corrompue. Beaucoup de policiers sur l'opium régulièrement, beaucoup de policiers sur les checkpoints, les points de contrôle, demandent de l'argent. Très, très dur à former. L'armée afghane, on avait des équipes de mentorat et de liaison qui étaient avec eux. Mais ce que je te dirais, c'est que notre emphase était plus mis sur nos propres forces et les opérations. Oui, on formait l'armée afghane, mais c'était pas l'effort principal tout le temps. Puis pourtant, on aurait dû dire, c'est ça notre point de sortie. C'est quand eux vont être prêts. Ouais. C'est pas papa, maman qui font la job, là. Quand leur posture à eux va être suffisante pour dire, OK, c'est ça, vous êtes autonome, puis vous... Oui, puis là, avec ça, tu rajoutes gouvernance et développement. Il faut que les politiciens afghans légitimes prennent leur place. C'est pas aux militaires à le faire, mais c'est la stratégie nationale de dire, on doit établir la gouvernance, on doit établir du développement, on doit, oui, leur donner de l'argent pour faire des puits, des routes, donner de l'accès à l'eau potable, mais éventuellement, il faut qu'on les aide à le faire eux-mêmes aussi. Je comprends. Fait que c'est leur pays, tu sais. On ne sera pas là tout le temps. Tantôt, tu as parlé de contre-insurrection. Oui. Peux-tu expliquer en quoi ça consiste, puis... Ben, une insurrection, c'est comme un groupe qui veut prendre le contrôle du pays. Littéralement, c'est ça.
Fait que les talibans avaient le contrôle de 96 à 2001. Ils ont été chassés. Ils voulaient revenir au pouvoir. Puis là, tantôt, j'ai parlé de dynamique tribale puis de dynamique religieuse. Tu sais, les talibans, ça veut dire des étudiants. OK? C'est ça que ça veut dire. C'est des étudiants coraniques. Là, je t'arrête de perdre mon idée. Mais du côté tribal, c'est que les talibans, dans les Pashtuns, qui est l'ethnie au sud, il y a 2 sous-groupes. Puis je les appellerais les have puis les have-nots. OK? Historiquement, les talibans sont dans le groupe qui n'a jamais été au pouvoir. Fait que c'est pas nécessairement parce qu'ils sont motivés par le Coran ou l'islam. C'est parce qu'ils veulent avoir accès à l'argent, aux ressources puis au pouvoir. Puis ça nous a pris beaucoup de temps à le comprendre. Moi, je l'ai compris au milieu de mon tour, peut-être. OK. Puis j'ai essayé, j'ai été invité par les Marines américains par la suite à aller briefer les Marines sur 2 bases. Puis j'ai essayé de leur dire, prenez la structure Pashtun. Tu sais, oui, le Coran, oui, les islamistes et tout, les talibans, oui, mais regardez, là, dans ces groupes-là, dans ceux qui en ont moins, on est surreprésentés. C'est pas parce que c'est des mauvaises tribus, là. C'est parce que historiquement, ils ont toujours été loin du pouvoir. Fait qu'ils joignent aux talibans parce que c'est la seule manière d'avoir accès au job, au pouvoir, tu sais. Il faut comprendre cette dynamique-là. Puis là, il fallait faire une carte de où on était, où sont les tribus. Puis le gouvernement, évidemment, va aller juste donner de l'argent aux tribus qui supportent. C'est à toi de dire au gouvernement, non, tu vas aller donner des puits puis des emplois à ces gens-là qui sont les tribus que tu as mis de côté tout le temps. Tu sais. C'est extrêmement complexe. Je ne sais pas si tu comprends. C'est le niveau, dans une contre-insurrection, il faut comprendre les gens avec lesquels on opère. Énormément de dimensions là, à ce que tu viens de dire. Ouais. Tu as mis en lumière plusieurs défis. Est-ce que, selon toi, si on continue avec les choses qu'on a bien faites, là, ouais. Dans le cadre de Cold Wash, y a-t-il autre chose que tu aimerais mettre en lumière par rapport à ça? Bien, on a adapté notre équipement. Comme, tu sais, on avait des véhicules blindés légers qu'on avait eus depuis environ début 2000. On s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas bien faits pour les bombes artisanales. Okay. Parce qu'il y a du bon blindage autour, mais le dessous, il est presque pas blindé. T'sais. Fait qu'on a acheté rapidement ce qu'on appelle des RG-31. C'est des véhicules avec une forme en V, le dessous. Fait que quand il y a un blast, le blast est diffusé à l'extérieur. Il y a des vitres, ce véhicule-là. Mais le risque, c'était pas nécessairement d'avoir un RPG ennemi. C'est une bombe artisanale. T'sais. Fait qu'il y a des choses comme ça. C'est que quand je dis qu'on est bon à s'adapter, niveau renseignement que je connais, on a amené la plus grosse cellule de renseignement toute source des alliés. On a mis ça en place, puis on l'a institutionnalisé par la suite. C'est-à-dire qu'on a développé la doctrine on the fly. Puis ensuite, on a dit, il faut qu'on garde nos leçons d'Afghanistan. Niveau logistique, même chose. On a développé des nouveaux modèles logistiques qu'on a gardés, niveau communication. Fait que l'armée canadienne s'est vraiment professionnalisée dans toutes ces années-là. Puis ça a été quelque chose de positif qu'on voit encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui remettent en question le pourquoi est-ce qu'on était déployés? Oui. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a des opinions divergentes par rapport à ça? De où naissent les débats? Puis, oui. Mais comme j'ai mentionné, quand les Américains ont invoqué l'article 5, c'est qu'une attaque contre un est une attaque contre tous. Oui. C'est comme si j'ai un pacte avec des amis, puis s'il y en a un qui se fait attaquer, je vais être là. Oui. Tu peux pas renier ce pacte-là. C'était une mission que je considère légitime, que tout le monde considère légitime. Moi, personnellement, si on m'avait dit en uniforme, tu vas aller en Irak en 2003, j'aurais eu des doutes, puis j'aurais eu du questionnement dans ma conscience à dire, est-ce que c'est vraiment une opération légitime d'aller là, puis de renverser le pouvoir en place, de prendre le contrôle du pays, t'sais. Est-ce qu'il y a vraiment des armes de destruction massive? On sait qu'il n'y en avait pas. Mais tandis que l'Afghanistan, je n'ai eu aucun doute sur la légitimité de la question. Puis, avant de partir en Afghanistan, on a le droit à un congé pré-déploiement, passer du temps avec la famille. Je suis parti 3 semaines, on est allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'était la première fois qu'on avait un contingent québécois qui prenait le contrôle de la brigade et tout. On avait eu des Québécois qui s'étaient déployés avant. Puis il y a beaucoup de gens qui me posaient la question, pourquoi vous allez là? Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'avais aucun doute dans ma tête que ce que je faisais, c'était la bonne chose. La mission était légitime, j'étais formé pour ça, j'étais prêt à le faire. Mais ce que je raconte au monde, tu sais, qui pourrait nous accuser d'être militaristes, mettons, je dis,
quand tu es un pompier, là, tu veux pas de feu, right? Mais quand il y a un feu, tu veux y aller. Ouais. Tu veux être le premier à être là parce que tu as été formé pour ça, c'est ta job. Puis tu te sens plus apte que les gens qui sont pas pompiers. Fait que c'est la même chose pour les militaires. Est-ce que tu parlais d'un point de vue anecdotique de gens qui te questionnaient pourquoi est-ce que vous allez là? Est-ce que tu trouves que l'armée explique bien et sensibilise bien à ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, pourquoi elle existe, ou est-ce qu'on a peut-être des croûtes à manger sur l'éducation des Canadiens? Bien, dans le cas spécifique qu'on parle, c'est pas à l'armée à légitimiser la mission. C'est vraiment au gouvernement de dire pourquoi on envoie nos forces. OK. Mais tu as raison que, ça j'en parle souvent dans mes articles, c'est que la défense puis les forces armées, c'est un cercle assez fermé. Puis si tu n'as pas un oncle ou une tante en uniforme ou quelqu'un que tu connais, les stratégies d'affaires publiques sont pas souvent très, très proactives. C'est ça un petit peu mon point. Oui, exactement. Mais là, je ne parle pas de la légitimité de la mission parce que c'est vraiment au gouvernement. Oui. Mais comment qu'on fait les choses, il faut qu'on soit plus ouvert, plus proactif pour aller chercher les jeunes, leur montrer qu'est-ce que c'est. Puis pas leur mentir, là. Leur dire voici ce que ça implique, voici qu'est-ce qu'on fait. Les livres sont ouverts. Si ça t'intéresse, il y a une place pour toi. On va te former. Tu sais, moi, je suis très fier de mon temps en uniforme. Tu sais. Moi, je voulais l'aventure, voyager, aller dans d'autres pays. Tu sais. J'ai tout fait ça, là. Il n'y a personne qui m'a menti. Tu sais. Puis, comme, tu sais, je viens d'une région éloignée, la Côte-Nord. Tu sais, puis il y a des jeunes de mon coin qui sont rentrés parce qu'ils se sont dit, moi, je veux sortir de chez nous. Tu sais. Puis l'armée t'amène ça. La première affaire, c'est que tu es muté sur une base. Tu vas aller sur une base anglophone. Il y en a plein qui ne sont pas bilingues, deviennent bilingues. Tu sais. Quand j'étais en Bosnie, il y en a plein qui m'avaient dit, j'ai jamais quitté le Canada, je suis en Bosnie. Même chose pour l'Afghanistan. Puis les jeunes en Afghanistan, quand ils prenaient leur je cherche le mot français encore, là, mais leurs vacances de tour, ils allaient en Asie du Sud-Est. Tu sais. Pour un jeune d'une région, tu sais, qui n'a pas beaucoup de moyens, c'est rare qu'un jour tu te dis, je me suis retrouvé en Asie du Sud-Est en congé. Tu sais. C'est vraiment... Mais c'est d'amener toute cette dimension-là pour dire, tu peux avoir une belle carrière. Tu sais. Tu peux faire de quoi d'intéressant. Puis, encore une fois, je reviens tout le temps là-dessus, mais pas miser sur le fameux hashtag emploi, stabilité, fonds de pension. Tu sais. Vraiment dire, tu vas vivre de quoi d'excitant. Tu vas faire partie d'une cause plus grande que toi. Je trouve ça tellement intéressant quand je rencontre des vétérans, des militaires qui me parlent de leur histoire, qui me parlent de leur boulot. Puis c'est, comme tu l'as mentionné, toutes des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne retrouvera peut-être pas sur le site web institutionnel. Là, donc, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de place au storytelling. Puis là, on n'ira pas là de la représentation dans la culture populaire, mais on a déjà échangé là-dessus. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins ici que, par exemple, chez nos voisins du Sud. Bien, juste une parenthèse là-dessus, c'est que Hollywood ont leur bureau au Pentagone puis ailleurs. Puis la défense américaine comprend l'importance de supporter ça parce que c'est une campagne de recrutement. Absolument. Fait qu'ils vont fournir des armes, ils vont fournir des véhicules, ils vont fournir des avions pour les films en sachant qu'il y a un retour sur l'investissement. Au Canada, puis je le sais parce que j'essaie de faire un documentaire sur la défense, c'est extrêmement difficile de passer notre point puis d'avoir du support parce que la défense, dans leur stratégie d'affaires publiques, ont peur de ces choses-là. Mm-hmm. Plutôt que de se dire, oui, le film ou le documentaire ne va pas montrer juste les côtés roses, mais il va quand même amener un point de vue sur la défense. Absolument. Puis qu'on n'a pas à monter nous-mêmes, c'était pas nos campagnes à nous, puis les gens sont influencés par ça. Il y a des films extraordinaires, puis on ne peut pas s'empêcher de penser que quelque chose comme un Top Gun, c'est sûr que ça marque l'imaginaire, c'est probablement des générations de jeunes pilotes. De jeunes pilotes, de gens qui veulent s'investir là-dedans, qui sont probablement hyper inspirés par une représentation comme ça. Donc, en tout cas... Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Je pense que tu as un excellent point quand tu dis qu'on gagnerait peut-être à se donner une certaine ouverture, une transparence par rapport à ça, puis de raconter les histoires pour aller rejoindre les jeunes. T'sais. Exactement. Ouais. Éric, tu as touché quand même un petit peu, je reviens à notre Cold Wash. Tu as mentionné plusieurs défis, en fait. Si on rentrait dans vraiment les choses un petit peu plus difficiles que tu es capable de dire avec ton regard critique d'aujourd'hui, ça, on l'a échappé. Qu'est-ce que tu mettrais en lumière aujourd'hui? Bien, il y en a un, encore une fois, du point de vue personnel, c'est la préparation mentale. Avant de me déployer,
j'ai eu une journée sur la résilience. Okay? Dans tout mon entraînement de 6 à 9 mois, une journée seulement sur l'aspect mental de la résilience. Puis j'étais à Québec, j'étais avec Val Cartier, puis c'était une prof de l'Université Laval qui était venue. Puis à l'époque, ça m'avait ouvert les yeux. T'sais. Premièrement, je ne connaissais pas le mot résilience, qui est la capacité de rebondir après un choc et tout. Ouais. Puis quand j'ai eu des difficultés de santé mentale par la suite, je suis revenu à ça, au concept de résilience. Mais j'aurais voulu être plus préparé. J'aurais voulu savoir c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur moi, la santé mentale, sur le monde qui sont en dessous de moi, avec moi. Ça, c'est un des aspects qu'on a peut-être moins bien géré. On se reprend aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont souffert pareil. Il y en a qui ont souffert, puis c'est vrai, mais il y en a aussi, il faut quand même le dire, puis j'en fais partie aussi, même si j'ai eu quelques problèmes de santé mentale, que je suis devenu un professionnel avec l'Afghanistan. T'sais. Je ne suis pas gêné de dire que j'ai vraiment aimé, limite, adorer mon tour. T'sais. J'étais dans la cellule des plans, je l'ai mentionné au début, jeune major, avec toutes des majors de mon âge, de Québec. Nos femmes se connaissaient. On avait toutes 2-3 enfants à l'époque. On avait une stabilité à l'arrière. Les femmes se fréquentaient. Ensemble, on était dans la même tente. On s'était créé une équipe de hockey. Pas sur glace, évidemment, mais sur béton. On prenait pas de bière parce qu'il n'y en avait pas, mais on prenait de la bière sans alcool. On se commandait de la pizza le soir. Point de vue professionnel, de travailler avec tous les outils, travailler avec les Américains, les Australiens, de comprendre qu'est-ce que c'est la structure d'une force multinationale. Ça, c'est le on-job training par excellence. Okay? Puis, quand je suis revenu, j'ai dit aux gens, après 9 mois, on avait perdu 12 gars, on avait perdu des centaines de véhicules. J'ai dit aux gens, j'ai adoré ma mission, puis la réaction, c'était presque un choc. Puis là, je disais, oui, il y a eu des moments difficiles, oui, on a perdu des gens, mais professionnellement, là, c'était une expérience incroyable, tu sais, d'utiliser des drones, de faire des opérations comme ça, de voir tout le renseignement qui rentre. J'aurais pas pu te former une école de la même manière. Là. Puis, je dis ça pour moi, mais il y en a plusieurs qui ont vécu ça aussi. Mais je ne fais pas abstraction. Je ne veux pas faire abstraction des gens qui ont souffert. Là. Il y en a qui ont souffert physiquement, psychologiquement, puis on n'avait pas nécessairement les outils en place par la suite pour les aider du mieux qu'on pouvait. Je fais juste faire une parenthèse, oui, okay, qui vient de me venir à l'idée parce que j'ai travaillé 3 ans aux États-Unis à côté de l'hôpital Walter Reed où ce que tous les blessés d'Irak puis d'Afghanistan viennent. Puis quand je parle de blessés, là, j'étais là-bas pour un problème de cheville avec une physiothérapeute, OK? On me mettait sur le tapis roulant. Puis dans la pièce, c'était une grande pièce, là, j'étais le seul qui avait tous ses membres. Je te mens pas, là. J'étais le seul qui manquait pas un bras, une jambe, un morceau, puis ils étaient tous plus jeunes que moi. Fait que ça, c'est le coût humain d'un déploiement comme ça, t'sais. Écoute, j'ai énormément d'empathie pour tout ce que tu décris. Je pourrais jamais comprendre. Je comprends que je pourrais jamais comprendre les impacts et souffrances. Tu dis ça, mais il faut surtout qu'on éduque les politiciens. Il y a beaucoup de comités à Ottawa, de gens qui reviennent puis disent « Voici l'impact que ça a eu. » Quand je te parle des jeunes qui revenaient d'Irak puis Afghanistan, les Américains, là, ils ont un humour quand même assez comique. Là. Je te mens pas, là, il y avait des t-shirts, c'est « I had a blast in Afghanistan ». Mais comme un peu comique, ou des blagues, j'oublie exactement comment c'était, mais some assembly required, comme un jouet que, tu sais, puis ces gens-là, ils ont des femmes dans la vingtaine, des jeunes enfants, ils réapprennent à marcher. C'est important d'amener les politiciens, là. T'sais, moi, j'étais sur mon tapis roulant, puis je me sentais mal parce que j'avais juste une cheville foulée. J'étais pas en déploiement non plus. Puis je voyais tous ces jeunes-là. Je me disais, amener des politiciens, amener des gens du Congrès, venir voir. Quand tu déploies des gens, c'est ça l'impact que ça a sur leur vie. Là. Tu parles de ça dans un contexte américain. Selon toi, est-ce qu'ici, on le fait assez? Est-ce que les politiciens comprennent bien la réalité des militaires, des vétérans, puis tout ça, puis ils sont assez impliqués sur le terrain pour prendre des décisions qui sont éclairées? Il y a de l'éducation qui se fait, mais tout ça se perd rapidement aussi. T'sais. Notre dernier vrai déploiement, temps de guerre, c'est 2011, 2014. Les politiciens qui sont là aujourd'hui, c'est pas nécessairement les mêmes. Puis il y a du travail à faire à long terme. Puis je veux en parler, mais je veux aussi pas enlever la lumière sur les gens
qui ont apprécié leur expérience, que ça les a formés puis tout, parce que je suis allé récemment au Musée de la guerre, puis il y avait un historien qui a interviewé des centaines, si ce n'est pas des milliers de militaires qui sont revenus pour comprendre leur situation. Puis j'étais content qu'ils disent, oui, il y en a qui sont brisés, oui, il y en a qui sont revenus maganés, mais il y en a aussi qui ont dit, tu sais, en bout de ligne, c'était quand même, tu sais, une expérience professionnelle et humaine assez intense que j'ai vécue, tu sais, avec ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Et le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Oui. Ben, je suis content que tu le dises parce que je ne l'ai pas dit dans ma phrase. Je sais pas. C'est exactement parce qu'on était là pour amener la sécurité, la gouvernance et le développement. On essayait d'aider des gens. On essayait d'aider l'émancipation des femmes, leur amener des revenus, leur amener de la sécurité. C'est une cause importante, tu sais, dont on doit être fier, même si ça a été reviré par la suite. Mais ça, c'est des décisions politiques. Quand on a décidé de se retirer, la journée qu'on dit dans une contre-insurrection, on a un calendrier puis on va se retirer, on a perdu la guerre. Là. Ça, c'est une leçon à apprendre. La journée qu'on dit, ouais, il faudrait qu'on se retire, l'ennemi a gagné. Comme j'ai mentionné, les talibans disaient, vous avez les montres, mais on a le temps. Tu peux pas dire ça comme politicien. Tu peux pas dire. Tu peux le penser. Tu peux pas dire, on va se retirer à telle date. Parce que l'ennemi va faire comme, mais je vais juste attendre que vous partiez. Puis je vais revenir sur le terrain, tu sais. C'est quoi l'impact sur les gens avec qui vous aviez formé des relations sur le terrain quand vous dites, OK, on quitte? Il arrive quoi avec ces gens-là qu'on laisse en arrière? Bien, ce qui est arrivé, c'est exactement ça. C'est qu'on a engagé des gens, des interprètes, des gens qui nous aidaient sur le terrain, des choses comme ça, des gens qui nous aidaient à Kandahar, qui ont décidé de se ranger du côté de l'OTAN en sachant qu'ils se mettaient les talibans à dos. Puis la journée qu'on part, puis que les talibans reprennent le pouvoir, ces gens-là sont en danger. C'est notre devoir d'aller les chercher puis de les sortir. Ça, c'est pas bien fait. OK? Puis je veux pas te dire que c'était un fiasco, là, mais on n'avait plus les bases de données. On ne savait pas où ils étaient. Il y a beaucoup, beaucoup de militaires qui se sont impliqués personnellement parce qu'ils ont connu des gens là-bas. Ahmed, Mohamed, qui le contactaient disant « Hey, je vous ai aidé à Kandahar. J'étais là à telle base, tel endroit. J'étais avec vous. Venez nous chercher. » C'est la responsabilité du gouvernement de dire « Vous étiez nos alliés. Vous nous avez des fois sauvé le cul, tu sais. » Comme on va aller vous chercher. Ça, c'est pas super bien fait parce que les talibans, premièrement, ils ont repris le contrôle extrêmement rapidement. Ils ont roulé sur Kaboul très rapidement. Puis nous, on n'était pas organisés pour aller les chercher. Est-ce que tu en connais, toi, des histoires de gens qui ont eu des impacts personnels puis qui, par des relations ou des liens, ont réussi à sauver des anciens alliés? Non, ben j'en connais dans mon entourage, j'en ai entendu, mais je n'ai pas de nom comme tel de personnes, mais ce qu'on voit dans les films de Hollywood, il y a un film avec Jake Gyllenhaal dont on parlait, tu sais. The Covenant. C'est un peu ça qui est arrivé pareil. C'est ces gens-là. Moi, aujourd'hui, sur mon LinkedIn, il y a des Afghans qui me contactent, qui ne m'ont pas connu, mais qui voient que j'étais déployé, puis ils me disent « Est-ce que tu peux m'aider à venir au Canada? » Vraiment, c'est vrai, là. Est-ce que je suis formé dans telle chose? Est-ce que tu peux m'aider? J'étais à tel camp. Puis ils me connaissent pas, mais ils font comme aller chercher quelqu'un pour les aider. Tu fais quoi avec ça quand tu reçois ça? Ça a comme pas d'allure. Ben, j'ai contacté d'autres militaires qui ont fait les démarches auparavant, puis ils m'ont tout dit c'est très difficile. Comme, essaie de l'aiguiller, mais il n'y a plus de programme, c'est pas facile. Puis eux, ils m'envoient, mon oncle était à telle place, voici son nom, voici son matricule. Vous avez comme un devoir de nous aider. Moi, je me sens mal, je veux les aider, mais je suis pris aussi devant le système et la bureaucratie. Ben, eux, imagine à l'autre bout, tu sais. Tantôt, tu as parlé des talibans quand ils sont revenus au pouvoir, quand nous, on est sortis, quand les Américains sont sortis en 2021, je pense, c'est ça? Oui. Il arrive quoi avec l'Afghanistan? Ben, c'est le retour à l'âge de pierre, là. C'est la charia. C'est des gens qui prétendent pousser l'islam, mais ils ne comprennent pas l'islam. C'est des exécutions dans les stades. C'est les femmes voilées, retour à la maison, plus aucun contact avec la vie extérieure. C'est vraiment atroce, là. Je veux dire, on a essayé de changer les choses. Puis l'Afghanistan n'a pas tout le temps été comme ça. Hein, non. Justement, prendre des photos des années 60, des femmes habillées à l'occidental. Oui. Par contre, ces pays-là, ils ont une population très jeune. Eux ne s'en rappellent pas. Parce qu'eux, ils ont connu les Soviétiques,
70 à 79. Ouais. Ils ont connu ISAF pendant des années. Tu sais, s'il y a quelque chose, ils vont le lire dans les livres d'histoire. Ouais. Mais nous, on le sait, l'Occident, que c'est un pays, tu sais. Mais les parents de ma blonde sont allés en Afghanistan dans le temps que c'était une place pour traverser, pour aller vers l'Est. Ouais. Aujourd'hui, tu me parlais avant l'entrevue, est-ce que tu retournerais? Jamais je retournerais là. C'est la violence, c'est de la brutalité. C'est un retour à l'âge de pierre. Aucune femme dans aucune position de pouvoir. C'est vraiment atroce comment c'est revenu. D'un autre côté, c'est pas le seul pays qui va mal aussi. On ne peut pas s'impliquer dans tous les pays. Là. Non, c'est ça. Mais quand tu dis, c'est ça, les droits des femmes, ça, évidemment, là, c'est épouvantable maintenant, la situation. Alors que quand tu regardes justement, j'ai regardé, je pense, des photos des années 70, puis il y avait des femmes en mini-jupe, genre à Kaboul, qui se promènent, puis tu sais, on est complètement ailleurs. Oui, mais c'est ça. C'est des gens qui ont des idées rétrogrades, qui enveloppent ça sous l'islam, le Coran, mais c'est pas ça. C'est pas les musulmans que je connais, c'est pas ça du tout. C'est des intégristes qui ont probablement jamais ouvert le Coran non plus, mais qui... Ah, vraiment? Tu penses ça que... Ben, j'avais entendu une anecdote, okay. puis je sais pas si c'est vrai, là, mais il faut que je la compte. Là. Vas-y. Un Afghan me disait, chez nous, le Coran, tu sais, il est sur une table à quelque part, puis chaque fois qu'il y a un événement, on rajoute un linceul par-dessus. Il n'y a jamais personne qui l'ouvre, là. C'est comme, on l'enveloppe, on lui met des choses. Il n'y a personne qui peut le citer ou le dire, tu sais. En plus, c'est en arabe, puis c'est pas nécessairement leur langue. Fait que, tu sais, c'est comme, on dit que notre pouvoir ou que notre autorité vient de là, mais on comprend pas vraiment. Puis aussi, les talibans, il y a un mix entre le côté tribal pashtun puis l'islam. Comme, mettons, la burqa, la fameuse burqa, avec un grillage dans le visage. Ce n'est pas islamique, c'est pashtun. On pense que c'est un voile islamique, mais c'est un voile pashtun que les femmes portent. Fait que, tu sais, c'est toutes des dimensions qu'il faut qu'on comprenne quand on veut étudier le pays, justement, puis vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est super intéressant, puis je savais pas ça du tout. Là, je sais, mais j'ai découvert quelques mois après être déployé que c'était Pashtun qui demande aux femmes de porter ça. Ça n'a rien à voir, ça avait lieu il y a longtemps, c'est une tradition. On l'apparente au voile islamique, mettons, dans d'autres pays, mais c'était vraiment tribal. Ouais. On va arriver tranquillement à la question qui... question qui tue à la Guillaume Lepage. Oui, c'est ça. Non, c'est la question qui met un froid qui est au profit de la ferme Chrysalide. Donc, la ferme, c'est un OBNL qui vise à offrir un environnement d'apprentissage agricole donc à des jeunes de 16 à 29 ans qui ont une déficience intellectuelle ou qui ont un trouble sur le spectre de l'autisme dans la région de Trois-Rivières. Super. Et c'est un collègue qu'on aime beaucoup, Bruce Lapointe, issu du milieu des mesures d'urgence, qui a parti cette OBNL-là. On trouve qu'il y a vraiment une super belle mission. Donc, Éric, toi, tu es bénévole aujourd'hui avec moi. Tu n'es pas rémunéré pour ta présence, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait un modeste don en ton nom à la ferme Chrysalide. Ouais. Et de 50 $. Et si tu réponds à la question, on double le don. Je vais répondre à la question. Pas de pression, c'est ça. Donc, Éric, selon toi, pendant ton déploiement ou à la lumière de ce que tu connais sur le déploiement de l'armée canadienne en Afghanistan, quelle a été la plus grande erreur ou ce que tu peux reprocher le plus au gouvernement du Canada? Bien, je l'ai un peu mentionné d'entrée de jeu, c'est... le militaire, c'est subordonné au politique. Ça va toujours être comme ça. Le politique doit nous dire c'est quoi notre but, c'est quoi notre stratégie de sortie. Pas l'opérationnel tactique. Ça, c'est nous, les militaires, qui faisons ça. Mais quand je parle de grand strategy, là, parce qu'on fait aussi de la stratégie, mais le grand strategy, c'est quoi le but du Canada en nous envoyant là? Qu'est-ce qu'on doit faire et tout? Puis, ça... C'est plate à dire, mais ça ne devrait pas être laissé aux militaires. Je ne sais pas si tu comprends. On peut le faire, mais ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre mandat. Le Canada doit dire, on vous envoie à Kandahar, situation de combat, on sait que vous êtes prêts, vous allez faire des opérations pour amener ça. Voici qu'est-ce que je veux obtenir. Tu sais, aussi bien en Afghanistan, mais aussi les bénéfices connexes. Là. Je veux me positionner auprès des États-Unis, je veux avoir une place dans l'OTAN. C'est tout valide, ça. Mais ça doit être établi dès le départ. Ça ne doit pas être des choses qu'on découvre à la longue.
Puis, tu sais, la stratégie, c'est aux politiciens à le faire. La grand strategy que je parle. Est-ce que je dois comprendre qu'on parle potentiellement d'un manque de vision, là? Ben, ou ne pas l'exprimer, tu sais, puis c'est... Nous, on va faire des plans pour le temps qu'on va être là, comme 9 mois dans notre cas. Le commandement des opérations interarmées doit faire des plans à long terme, mais le politique doit dire, voici mon plan sur une décennie, voici les conditions que je veux établir, tu sais, un plan de campagne comme on fait là. Voici les étapes à obtenir. On vous donne le mandat de le faire. Vous êtes les spécialistes du comment le faire. On ne se mêlera pas des opérations tactiques, opérationnelles, même stratégiques à la limite. Mais il faut qu'on vous dise qu'est-ce qu'on veut. Ça ne devrait pas être laissé à nous. C'est pas correct de le faire. Puis c'est aux politiciens, à l'exécutif de décider voici qu'est-ce qu'on veut obtenir. Puis de l'expliquer aux gens. De l'expliquer aux gens pourquoi Éric Sauvé s'en va en Afghanistan. C'est pas lui qui l'a décidé, c'est nous qui l'avons décidé. Puis c'est une mission légitime et tout. Fait que ça, c'est super important parce qu'après ça, nous, on sent qu'on a le politique derrière, la nation derrière, puis qu'on a un but, puis qu'on recherche à atteindre ce but-là. Donc, est-ce que j'ai le 50 $? Oui, donc la firme Chrysalide va avoir son 100 $ de don. Donc, merci beaucoup de t'être prêté là, au jeu, Éric. Puis, c'était super intéressant ce que tu mentionnes. Donc, moi, j'entends beaucoup aussi de la communication, des plans de com, là, de sensibilisation, d'explication. Je vois quand même des changements. Je pense qu'il y a des efforts quand même là, qui sont faits par rapport à, justement, l'éducation, la sensibilisation de ce qui est fait maintenant. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu plus de présence, mais encore là, c'est très anecdotique. Là, c'est juste mon opinion. Mais non, mais tu as raison, parce que tu parles de communication pour la mission, mais on a parlé pour le recrutement aussi, pour qu'est-ce qu'on fait, voici qu'est-ce qui s'en vient, tu sais. C'est que moi, je suis dans le renseignement, OK? On a une culture du secret qui est par défaut. Mais la défense a une culture du secret aussi. Puis on aurait avantage à la faire tomber un peu, puis à ouvrir plus les livres, puis à dire, voici qu'est-ce qu'on fait, on est transparent. Comme ça, les gens, ils vont en toute connaissance de cause, tu sais. C'est pas comme un voyage of discovery, tu sais, qu'est-ce qui va se passer et tout. Un peu dans mon cas, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais à 16 ans, honnêtement, je ne savais pas. Là. Mais j'aurais aimé ça, que quelqu'un me l'explique, de le savoir, de comprendre, d'avoir une meilleure connaissance du militaire, de la défense, des enjeux de sécurité. Pas nécessairement à 16 ans, mais à la longue, tu sais, à comprendre. Puis c'est un peu un des mandats que je me donne en communiquant, c'est d'amener ça, de faire de la vulgarisation, de dire, voici ce que c'est, tu sais, c'est ça, puis c'est juste ça, puis comment ça fonctionne. Puis j'ai pas l'impression de dévoiler des secrets non plus. Tu sais que j'ai une cote de sécurité, je suis pas fou, je vais pas dévoiler des secrets, mais de parler de comment on fait les choses, ça peut juste aider les gens à comprendre. Ça peut juste aider les jeunes à se faire une idée aussi s'ils sont intéressés à vivre ça aussi. C'est super intéressant. J'ai écouté une portion de masterclass avec un ancien Navy SEAL très haut gradé qui, lui, essaie de déconstruire un peu ces patterns-là d'échange de renseignements. Puis lui voulait justement... le besoin, le droit de savoir, vraiment un peu changer la philosophie par rapport au fait que, non, arrêtons d'aller choisir de façon très chirurgicale qui doit savoir quoi. On doit être beaucoup plus holistique dans notre vision du partage. Est-ce que tu parles de McChrystal, général McChrystal? Ça se peut très bien, oui. Ah, parce que j'ai vu son vidéo, puis j'enseigne aux forces spéciales, puis on utilise son vidéo. Parce que dans le renseignement, OK, il y avait une philosophie, puis je vais le dire en anglais, c'était « need to know », besoin de savoir. Fait que c'est pas parce que tu as une cote de sécurité que tu as besoin de savoir ça. Donc, je garde l'information. Avec McChrystal, puis le changement qui a eu lieu, c'est le need to share, j'allais l'oublier, le besoin de partager. Oui. McChrystal a dit, on a toute cette information-là qu'on garde pour nous, mais on travaille avec d'autres agences, USAID, le gouvernement des affaires étrangères. Eux, ils ont besoin de savoir ça. Je vais le partager. Il y a un risque à partager l'information. Il y a un risque de fuite. Il y a un risque que ça soit mal passé, mais il dit le risque est plus grand de garder pour nous-mêmes. C'est sa fameuse masterclass, on m'en parle beaucoup de ça. Oui, c'est super intéressant parce que c'est venu déconstruire un peu même tout ce que moi j'avais appris par rapport justement à Right to Know, Need to Know. J'ai pas servi, mais j'ai travaillé au gouvernement canadien pendant presque une décennie. Donc, je trouvais ça super intéressant de venir un peu brasser le status quo qu'il y a par rapport à ces principes-là qui m'ont été enseignés de façon quand même assez rigide. Là. C'est un changement de paradigme complet.
Si je peux donner un exemple, pardon. Quand j'ai travaillé aux États-Unis, j'étais au Defense Intelligence Agency, qui est l'agence de défense de renseignement, mais je travaillais avec les autres agences. National Geospatial Intelligence Agency. NGA, ceux qui fournissent l'imagerie de toute la Terre entière. Okay? Quand j'étais là, un changement de paradigme complet. Avant, c'était j'ai de l'imagerie, j'ai ça ici près de moi, j'ai plein de photos, satellites. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tiens, je te donne celle-là. Exactement. Ouais. Le changement de paradigme, ça a été j'ai de l'imagerie, je ne sais plus quoi en faire. Je flood ton inbox d'imagerie. Fais-toi ta propre idée par rapport à ça. Il y a un risque que j'interprète mal l'imagerie, mais je suis un professionnel aussi, je vais aller chercher l'information. Mais là, plutôt que de dire j'ai besoin de telle carte, puis on m'envoie juste la carte là, on me dit voici tout. Mon jeu, ouais. My God, c'était révolutionnaire à l'époque. Je te mens pas, là. On a passé de j'arrive pas à obtenir rien de l'imagerie à wow, j'ai trop d'imagerie, je sais pas comment l'interpréter, tu sais. Fait que, mais ça a été fantastique comme changement. Puis ça, je te parle de l'imagerie, mais ça s'est fait dans d'autres domaines aussi. On parle de changement de paradigme, de leçons apprises. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais mettre en lumière par rapport au fait que des choses qu'il faudrait changer, des pratiques qu'il faudrait déconstruire? Ouais. Le whole of government approach, l'approche pan-gouvernementale. Je n'ai parlé, la contre-insurrection, c'est pas juste les militaires avec leur marteau qui vont régler ça, là. C'est d'avoir une cohérence du gouvernement dans la stratégie et travailler comment on travaille avec Government Affairs Canada, l'équivalent de ACDI, l'Agence canadienne de développement international, les militaires, le Service canadien de renseignement de sécurité, tout ça. C'est quoi notre approche collégiale? Puis, quand je l'ai mentionné, le militaire subordonné aux politiques, c'est le politique qui nous doit dire. Nous, on va dire comment on va le faire. Mais le politique doit dire qu'est-ce qu'on veut obtenir. Puis nous, en tant que professionnels, on travaille ensemble. On ne travaille pas en silo, puis on ne travaille pas selon qu'est-ce qu'on pense. On travaille selon ce qu'on s'est fait donner. Ça, c'est peut-être la plus grosse leçon apprise, parce que si on veut combattre une insurrection où ce que la population est sur le centre de gravité, on doit travailler là-dessus à tous les jours. Pas juste aller frapper, enlever des bombes artisanales, faire des opérations sans aucun but ultime, parce que c'est ça qu'on est bon à faire. T'sais. C'est important. Je vais faire une dernière parenthèse, mais en anglais, on parle de measures of performance, measures of effectiveness. Okay? Mesures de performance, mesures d'efficacité. Mesures de performance, on est très bon là-dedans. Combien de sorties que j'ai faites, combien d'avions, combien de bombes, combien de ci. Ça, c'est facile à calculer. Est-ce que j'ai été efficace à long terme dans ma stratégie de contre-insurrection? C'est dur d'avoir des metrics pour ça. Puis comme c'est dur, des fois, on l'oublie. Fait qu'on se contente de dire j'ai lâché 10 000 kilos de bombes, j'ai tué 200 talibans, j'ai sécurisé 3 routes. Oui, mais est-ce que j'ai eu l'effet sur la contre-insurrection? Mm-hmm. Ah, ben là, ça, c'est difficile à calculer. Fait que c'est super quantitatif, puis on ne regarde pas vraiment sur nos objectifs stratégiques, puis dire est-ce qu'on les a atteints, là? C'est ça que tu veux dire? Bien, c'est qu'on a de la misère à définir c'est quoi le succès. OK, je comprends. Les indicateurs clés de performance. Oui, exactement. Key Performance Indicator, c'est ça. Exact. On dit souvent, Éric, quand tu lis à peu près n'importe quel rapport, là, disons septembre, ça va ressortir que l'ensemble des agences de renseignement, c'est un peu comme si elles avaient chacune une pièce du puzzle, que si elles les avaient mises ensemble, on aurait su. Ouais. Est-ce qu'on est meilleur au Canada, tu dirais, en partage de... Tu as nommé différents acteurs de l'écosystème tantôt, puis peut-être les expliquer aux gens, pour ceux qui ne le savent pas. Bien, j'ai eu la chance, de travailler avec les Américains, de voir les 16 agences de renseignement, puis ils ont créé le Office of Director of National Intelligence par-dessus, pour dire aux agences de travailler ensemble. Au Canada, on n'a pas ça. Okay. Excuse-moi. On a le renseignement militaire, le SCRS, Service canadien de renseignement, CSI. On travaille un peu en silo encore. Centre canadien des télécoms, CSI. Merci. Merci, je ne trouvais pas en français. Je ne pourrais pas dire qu'il n'y a personne par-dessus nous. Il y a le National Security Intelligence Advisor, la viseure nationale de sécurité et renseignement, mais il n'y a pas un mandat de mettre tout ça ensemble. Fait que c'était un peu le pré-11 septembre au Canada, je dirais. Oh, OK. Intéressant. Puis si tu avais peut-être... est-ce que tu as d'autres éléments par rapport aux leçons que tu voudrais mettre en lumière aujourd'hui? Qui sait, il y a peut-être
ça tombera peut-être pas dans l'oreille d'un sourd, là, toi qui es un expert, qui Ouais. a un regard. Ben, tu sais, pour finir sur une note positive, tu sais, on est très fiers de ce qu'on a fait en Afghanistan. Chaque mission, chaque déploiement, les Canadiens ont très bien fait, puis ça leur a jailli, tu sais, au niveau militaire puis au niveau du Canada aussi. Ça n'a pas passé inaperçu, là. Kandahar, c'était le coin le plus violent à l'époque qu'on était là, autant sinon plus que l'Irak dans les coins les plus chauds, là. Fait que, il y a eu une décision consciente d'amener les Canadiens à Kandahar par rapport à Kaboul. Qui l'a pris, c'est sujet de débat, mais ça l'a mis l'armée canadienne, la défense canadienne sur la carte, honnêtement. Puis, il y a des dividendes de ça. C'est sûr que ça change, ça fait quelques années, puis on a Donald Trump à la Maison-Blanche qui change beaucoup les choses, mais il y a du positif qui ressort de tout ça, tu sais. Puis on a une génération qui a été entraînée, qui a été formée, qui est allée au combat, qui dirige en ce moment. Tu sais, si tu regardes les grands dirigeants, là, Actuel. la défense, 2-3 étoiles, puis même un peu plus bas, c'était des majors à l'époque, c'était des capitaines. Tu sais, quand ils parlent de choses, ils l'ont connu. Je comprends. Ouais. Par contre, ça va disparaître aussi. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là prennent leur retraite. Comme moi, je suis sorti, ça fait 10 ans, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il va y avoir une génération qui a moins connu ça. Fait que tout le principe d'aguerrissement, c'est un principe auquel je crois, là. Puis si on regarde, mettons, l'Ukraine en ce moment, puis la Russie, on a 2 armées aguerries. Une armée aguerrie, c'est beaucoup plus fort qu'une armée qui se déploie du lendemain matin. Ça fait un peu peur quand tu penses à la Russie parce que tu te dis 3 ans de guerre, ils peuvent se retourner et être très efficaces demain matin. Contrairement à une armée qui est en temps de paix. T'sais. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote personnelle sur quelque chose là, de fou, ou la chose la plus folle que tu as faite quand tu étais au sein des forces avec laquelle tu as réussi à You got away with it, là, tu t'en es sorti. Je vais te décevoir un peu parce qu'il n'y aura rien de croustillant ce matin, mais comme quand je suis rentré au collège militaire, OK, il y a un motto, une chose qu'on dit tout le temps, c'est vérité, devoir, vaillance. True duty, valor en anglais. Tout le monde connaît ça exactement. Puis on essaie de vivre par ça. Mais c'est pas long que quand tu es au collège, tu apprends vérité, devoir, vaillance, and don't get caught. Fais-toi pas prendre. Puis dans l'armée, il y a un petit peu cet aspect-là que, oui, tu fais tout ce qu'il faut, tout ça, mais si tu fais quelque chose de wrong, l'important, c'est que ça se sache pas, tu sais. Puis tout le monde en fait des choses, des fois, qui sont... Puis je te dis pas des choses illégales ou quoi que ce soit, mais tu sais, mettons, il y a un couvre-feu au collège militaire, puis tu sautes par-dessus la grille pour aller en ville voir ta blonde, puis tu reviens. Oui. C'est toujours... Des initiations, tu sais, je peux m'imaginer différentes... C'est ça. Mais l'important, c'est de ne pas se faire prendre. Je sais que les gens en uniforme n'aiment pas ça quand je dis ça, parce que c'est comme encourager à faire des choses pas correctes, mais on est tous de même un peu. Qu'on le dise ou non, tu sais. Fait que il n'y en a pas qui me viennent en tête. Il y en a peut-être trop qui me viennent en tête aussi. Je m'auto-censure. Pas que tu reçoives un appel après que le podcast sorte. Non, là, c'est Éric, ça. qu'est-ce que t'as... Exactement. Mais c'est drôle parce que c'est ça. Il y a une idée que des fois, tant que ça reste en dessous du radar, tu sais, on va passer à la couverture. On va passer... on va laisser ça en dessous du tapis, je veux dire. Éric, merci infiniment. Tu as été super généreux avec moi aujourd'hui. Tu m'as appris plein de choses. Ce sont des enjeux qui sont complexes, multidimensionnels, mais bref, merci d'avoir pris le temps de te déplacer à Montréal pour le podcast. Un gars de Gatineau. Oui, un gars de Gatineau. Mais là, tu vas devoir venir plus souvent avec ta charge de cours. Ben, comme je te l'ai dit, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup l'idée du cours WASH, de revenir sur des enjeux. L'Afghanistan, ça a été important pour une génération, puis c'est important qu'on ait les bonnes leçons. Mais ça me fait plaisir aussi justement d'ouvrir un peu le jeu, de dire voici qu'est-ce qu'on fait. Puis, tu sais, comme on se parle souvent, s'il y a d'autres idées, ça me fait plaisir de revenir aussi. Là, avec le fait que je suis maintenant un chargé de cours sur papier, exactement. Je vais être à Montréal plus souvent.
Fait qu'on trouvera sûrement l'occasion de se revoir. Absolument, pas mal certaine que tu vas revenir. Pour nos auditeurs qui souhaitent te suivre, donc tu as une super belle plume, on te lit où, on te suit où? Écoute, de ce temps-ci, j'aime bien la presse. OK. J'ai un début de collaboration avec la presse, c'est-à-dire que j'ai comme vu qu'il y avait un gap dans la couverture, tu sais, des enjeux de défense, sécurité, armée. C'est un peu une niche pour moi. Ça me plaît. Et que j'ai offert à la presse, tu sais, une collaboration plus fréquente. Là, je suis encore en pourparlers, je dirais. OK. Mais on en parlait avant que ça commence. Moi, j'aime beaucoup communiquer, mais ce que j'aime le plus, c'est écrire, tu sais. Parce que, tu sais, comme là, on va se réécouter, puis on va dire, oh, telle chose, c'était moins bien, tout ça. Mais quand j'écris, tu sais, c'est vraiment qu'est-ce que je pense. Je mets mes idées par écrit. Fait que j'espère établir une collaboration avec la presse, mais j'aime beaucoup aussi, tu sais, découvrir les podcasts, la radio. Fait que en Outaouais, j'ai tous les lundis au 104.7 Outaouais, je suis là. Okay. Les autres radios, c'est ponctuel, mais j'aime bien aussi être invité puis débattre des enjeux. Puis est-ce que tu prends des mandats à l'heure actuelle? Est-ce que la compagnie Novigo, oui, c'est ça. Fait que dans le fond, on travaille avec le gouvernement, mais on a aussi travaillé avec des jeunes compagnies qui veulent rentrer dans la défense. OK. Fait qu'il il y a beaucoup de compagnies en ce moment qui voient la manne d'argent qui tombe sur la défense, mais aussi qui ont des bonnes idées. Les technologies à double usage, OK? Des technologies civiles qui peuvent être appliquées aux militaires. Souvent, on travaille avec des jeunes compagnies. Puis quand je dis jeunes, pas nécessairement toutes des jeunes, mais des nouvelles compagnies, des compagnies en développement. Puis on les aide à comprendre l'utilisation du côté militaire, comprendre le monde militaire, comprendre les rouages de l'acquisition. Puis ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que c'est encore une fois, ça fait partie de l'éducation de dire, tu sais, l'armée, c'est pas juste Hollywood. Voici comment on fonctionne, voici c'est quoi les enjeux, voici qui décide. Puis un des points que je peux dire à des jeunes compagnies, souvent, c'est essaye pas de pousser ta technologie autant que de combler un gap ou de créer un effet. Un vrai besoin. Là. Un besoin, oui, c'est ça. C'est quoi le besoin? C'est quoi l'effet que j'ai besoin? Maintenant, la technologie va amener ça. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant la technologie que l'effet que ça fait. Je comprends. Ouais. Souvent, les compagnies sont fortes sur la technologie. Voici comment, tu sais, ils lèvent le capot, voici comment ça fonctionne. Moi, je veux savoir à quoi ça sert, cet outil-là. Qu'est-ce que ça va m'amener, tu sais. C'est super intéressant et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc, on va se reparler aussi peut-être pour ça. Merci infiniment, Éric Sauvé. Merci à nos auditeurs. Si jamais vous avez aimé le podcast, on vous invite à l'aimer et à aussi subscribe. Là, excusez-moi, j'ai juste le mot en anglais, mais à vous abonner à notre page Cold Wash, voilà. Et puis, s'il y en a qui veulent me dire en commentaire quelle situation ils aimeraient qu'on traite dans le podcast, s'il y a des choses, des experts que vous aimeriez qu'on invite. Je sais que là, il y a plusieurs idées qui sont en train de percoler au sein de l'équipe, mais si jamais il y en a qui ont des demandes spéciales, on est toujours à l'écoute de notre auditoire. Donc, merci infiniment pour tous ceux qui ont été avec nous aujourd'hui. Merci, Éric. Merci, Camille.